Bonjour, vous écoutez Chômeurs Rebelles, l'émission mensuelle du comité des privés d'emploi et précaires CGT. Vous êtes sur Radio Grille Ouverte 88.2 avec Elisabeth et Bernard. Notre invité, Abdelhakim Chérifi, chauffeur chez Keolis Alès. Ça y est, l'élection présidentielle est passée. Le candidat des banques et du grand patronat est élu. Victoire écrasante, selon certains politologues éclairés. La candidate extrémiste de droite, représentante du péril brun, qu'elle a repeint en bleu marine, est repartie au château de Montretout. Si victoire il y a, elle n'est pas éclatante, car l'électorat du Front National représente 33,9% des Français. Et lorsque nous rajoutons les nationalistes de tout poil, le danger n'est pas écarté. Cette campagne a été pourrie dès le début. D'abord par les affaires qui, si nous étions dans un véritable état de droit, auraient dû rendre certains candidats illégitimes et inéligibles, car poursuivis par les juges. Ensuite, des programmes creux reprenant de vieilles recettes politiques réactionnaires, remises au goût du jour, et enfin, cerise sur le gâteau, les propos nauséabonds et le chantage des uns et des autres. Tous ces paramètres ont déstabilisé les électeurs déjà bien fragilisés par la crise économique et la trahison de l'ennemi de la finance et de son gouvernement. Un Français sur trois ne s'est pas exprimé. L'abstention, les bulletins blancs ou nuls sont un désaveu cinglant envoyé au soir du deuxième tour. Mais c'est un message très fort et à destination de Macron, président élu par défaut. Revenons au FN. Le côté lutte des classes, candidate du peuple, adopté par la milliardaire, soupçonnée elle aussi d'utilisation d'emplois fictifs et d'escroquerie au détriment de l'État, celle qui n'a qu'un vocabulaire bien limité et surtout détestable, celle qui ne tient que des propos haineux et racistes, celle qui n'a de cesse de faire référence à la patrie, à la France, alors qu'elle est la directe héritière idéologique des traîtres pétainistes qui ont, en leur temps, substitué la République par l'État français soumis à l'occupant nazi. Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, ce qui est sûr, tous deux sont les ennemis du peuple. Lors de ce quinquennat qui prend fin, nous avons combattu les lois écrites par le ministre Macron et nous avons pu mesurer l'ampleur des dégâts contre les libertés et les droits. Devenu président, il veut aller très vite pour faire adopter ses propositions, en finir avec le code du travail, en finir avec les conventions collectives. La négociation dans les entreprises est impossible. Oublierait-il le lien de subordination ? Gattaz et les ultralibéraux se frottent les mains. La méthode de Macron est encore plus brutale que le 49.3 cher à Valls. Il utilisera les ordonnances. C'est le pouvoir suprême, la mort de la démocratie. Et si par hasard nous n'étions pas satisfaits, l'arsenal juridico-policier est prêt. Malheureusement, les élections législatives ne vont pas freiner cette catastrophe sociale. L'immense majorité des candidats anciens ou nouveaux se raccroche à l'homme providentiel qui est devenu le nouveau chef de l'État. Et comme la soupe est bonne, chacun veut sa part, quitte à lécher les bords de la gamelle. Des organisations syndicales, des associations de la jeunesse ou des privés d'emploi ont manifesté dès dimanche, mais surtout lundi, en appelant à un prochain tour social. Dans la rue, par l'action et la grève, c'est certainement la meilleure façon de faire entendre nos voix, car les urnes sont insuffisantes pour apporter le changement tant espéré par les travailleurs, les jeunes et les retraités. J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait des lois, oui, que le solidaire, oui, et de se partager, un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer le sans-abri quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation, amis, le 1er mai, pour dessiner un horizon pour nos humanités.
Toujours le cœur contre le front, ouais lâche-moi ton briquet. Toujours le cœur contre le front, moi j'ai le poing levé. Sur les réseaux, la fachosphère vient toujours gangréner le cœur de mes humanitaires, envie de tout casser. Contre les barbares de la terre, amis, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès. Contre les maquerelles du pognon, contre les croix gammées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, nos univers écartelés, entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers. Si c'est toujours toi populaire contre la société, nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, des bonheurs bon marché, les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier, nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, amis, un 1er mai. S'il faut cramer la financière, ouais lâche-moi ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon c'est la galère, ouais pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, amis, un 1er mai. Amis, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier. Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts. Avec le peuple enfant des plaines ou celui des quartiers. Avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers. Avec le peuple camarade qu'on vient le 1er mai. S'il faut monter la résistance contre les enculés. Amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer. Des sourires des politicards, des sourires de banquiers. S'il faut garder le cœur anard, garder le poing serré. Un jour j'irai brûler la bourse, ouais lâche-moi ton briquet. Avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée. Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer. Un peu commune, égalitaire, oui fleur d'humanité. Pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet. Dans les yeux du peuple labeur, un rêve, une liberté. Dans les yeux du peuple labeur, un rêve, une liberté. Nous serons la lutte. 1er mai 2017. Ce nouveau titre engagé de Damien XVI fait écho à Fils de France, une chanson écrite au lendemain du 21 avril 2002. Vous êtes toujours sur Radio Grille Ouverte 88.2. Vous écoutez l'émission Chômeurs rebelles avec Elisabeth, Bernard et notre invité Abdelhakim Cherifi, chauffeur chez Keolis Alès. Abdel, bonjour. Tu es déjà venu dans notre émission en décembre et déjà les chauffeurs de Keolis à l'époque tiraient la sonnette d'alarme pour parler de leurs mauvaises conditions de travail et le non-respect des lois et des accords d'entreprise. Et aujourd'hui, enfin, vous êtes dans l'obligation de vous mettre en grève parce que vous êtes toujours sur le statu quo. Oui, tout d'abord, bonjour, oui. Mais oui, puisque déjà en décembre, nous avons fait cas de plusieurs anomalies et problèmes au sein de notre entreprise. On a fait un article dans ce sens-là pour alerter l'opinion publique, les élus et tous les usagers. Si aujourd'hui on se retrouve en grève, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué et on est toujours dans cette situation-là. Donc on a utilisé la solution extrême, à savoir la grève. Et là, on est bien décidé. Voilà, vous avez, comme tu dis, la grève est la solution extrême parce que c'est quand même une preuve qu'il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise, quoi. Même s'il y a eu quand même quelques approches dans la direction pour vous rencontrer, ils vous ont jamais amené de bonnes réponses. Voilà, après, du dialogue, forcément, il y en a toujours un peu, mais c'est pas le dialogue que nous, on attend. La seule réponse aujourd'hui que la direction peut nous apporter, c'est de la justification et de dire qu'on se lance dans une mauvaise voie
et que tout ce qu'on peut avancer relève de l'imagination. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de la justification qu'on veut. On veut des propositions, des réelles propositions, et qu'on puisse travailler sereinement et en accord avec nos accords d'entreprise et la convention collective. Quand il y a des accords quand il y a des règles de base, des règles du code du travail qui ne sont pas respectées, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Alors, quelles sont les propositions que vous faites à la direction et qui vous refusent, quoi, en fait, Nous, on ne fait pas de propositions. On demande juste à ce que les lois et la convention collective soient appliquées. Bon, maintenant, la direction maintient qu'elle les respecte. D'accord, mais si ce n'est que nous, les différents partenaires, les différentes organisations d'État et notre conseiller juridique, à savoir l'avocate, qui gère nos dossiers, sont d'accord avec nous. Donc moi je veux bien que l'entreprise s'entête à dire qu'il a raison, mais il est seul de son côté à le dire. Donc le dialogue est ouvert forcément aujourd'hui puisque nous sommes en grève. Et là du coup une petite lumière s'ouvre. Alors on va pas faire des plans sur la comète, mais bon, déjà, le dialogue est enfin ouvert. On nous fait des petites propositions. C'est très léger, mais déjà, on peut dire qu'il y a quelques petites propositions. Voilà, donc c'est bien une preuve que chaque fois quand il n'y a pas de rapport de force, eh bien, on n'avance pas, quoi. Les directions sont toujours obtus et refusent d'écouter les salariés. Alors, votre mouvement met un peu une gêne chez les usagers, quoi. Enfin, donc, comment vous communiquez avec les usagers, enfin, et comment vous expliquez surtout les raisons de votre mouvement? Ben ouais, c'est le service public, c'est toujours délicat, on a affaire à du public, et nous au départ, quand on a pris la décision de partir en grève, bien sûr que ça nous a mis mal à l'aise, parce que quand même on a cette conscience professionnelle qui fait qu'on est au service du public et on sait que ça va occasionner beaucoup de gêne. C'est pour ça d'ailleurs que je rappelle, et je l'ai déjà dit lors de la précédente émission, c'est que nous, c'est pas la solution qu'on requiert de suite la grève. Ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu de grève dans cette entreprise. En décembre déjà, comme je l'avais signalé, on aurait pu bloquer pendant les fêtes, on l'a pas fait. Mais en espérant que quand même il y allait avoir une prise de conscience chez notre employeur en disant bon voilà, quand même on a affaire à des chauffeurs qui ont une conscience professionnelle, on va ouvrir le dialogue. Mais non, on s'est retrouvé face à un mur et toujours les mêmes solutions, c'est la justification et on reste toujours dans ce cadre-là. Maintenant, concernant les usagers, nous on est désolé de cette situation et donc on leur rappelle que si on fait ça aussi, c'est pour préserver la qualité de notre service. Et aujourd'hui, si vous faites une petite enquête auprès de nos usagers, vous verrez que la qualité est pas au rendez-vous. On fait plus du travail à la chaîne qu'un service public. C'est pas ça le service public. C'est que nous, on transporte des gens et pour tenir les heures, eh bien la personne monte et on démarre, on regarde passer à l'assise, on fait du remplissage. Si c'était des boîtes de conserve, ça serait pareil. Voilà, donc le problème, c'est que justement, enfin, ce que tu dis, ces façons d'agir, enfin, de la direction, vous entraînent, vous, à être un peu, à ne pas respecter certaines mesures et même certaines conditions pour un véritable service public. Donc c'est quand même un peu embêtant. Il faut bien que l'usager comprenne que votre mouvement est quand même aussi salutaire pour eux, quoi, parce qu'il y a la sécurité, il y a la garantie de voyager normalement. C'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux usagers, et pas qu'aux usagers d'ailleurs, aux politiques qui sont en charge quand même de l'argent public et du service public. C'est qu'aujourd'hui, on fait confiance à des entreprises privées pour occuper le terrain du service public. C'est un choix, c'est un choix politique. Mais qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? C'est que l'usager, l'humain qu'on transporte, c'est un code barre pour eux. C'est une personne en plus, c'est de l'argent en plus, on parle de productivité, d'argent rapporté, on parle plus de services de qualité, de services proximité. À l'Est, c'est une petite ville. Et il y a beaucoup de personnes âgées, et qu'est-ce qu'ils veulent, ces personnes-là? C'est avoir un service de proximité, un chauffeur qui est souriant, qui lui dit bonjour, qui prend le temps de l'encaisser, qui prend le temps de laisser s'asseoir. C'est ça le service de proximité, c'est ça le service que les gens attendent. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans une petite ville avec une configuration de grande métropole. Et je crois pas, et j'en suis même certain, que les usagers attendent ça de nous.
Pour en revenir à l'effectif des chauffeurs de Keolis, ça représente combien de salariés et combien aujourd'hui vous êtes en... Alors, les chiffres aujourd'hui, bon, chacun pourra les manipuler de sa façon, mais la réalité, elle est que aujourd'hui, il y a 19 chauffeurs en CDI inscrits sur notre planning. 2 chauffeurs en maladie, en longue maladie, parce que c'est une des résultantes des conditions de travail, hein, on a des longues maladies. 2 chauffeurs qui ne sont pas mis en grève, les raisons leur appartiennent, et on a 15 chauffeurs qui sont sur le piquet de grève. Donc ça représente quand même une grosse majorité. Donc c'est vrai que ça représente quand même un pourcentage important, et ça explique bien le mécontentement des salariés de l'entreprise. Le patron a mis en place un service minimum. Il a mis en place un service minimum. D'ailleurs, un service minimum, quand même, il faudrait s'y intéresser dessus, c'est que avec 2 chauffeurs qui sont en CDI, donc embauchés, il arrive à faire tourner 3 bus le matin, 3 bus l'après-midi, et assurer un service du lycée Prévert. Donc quand même, ça requiert au moins 7-8 chauffeurs. Il faut se poser la question, comment fait-il ? Donc cela, c'est certainement une preuve que le temps de travail n'est pas respecté et qu'il surexploite les chauffeurs qui sont non grévistes, et en plus il met en péril quand même la sécurité des usagers. Ben là, on est en plein dans la problématique. C'est que justement, ce que nous on reproche, et ce que les chauffeurs non grévistes aussi reprochaient, parce que quelque part, on va pas se cacher, il faut dire les choses comme elles sont. Les non grévistes sont d'accord avec nos revendications. La seule chose qui leur manque, c'est du courage. Voilà, il faut dire les choses. Hein. Donc après, oui, nous, on a critiqué les fréquences justement trop importantes sur le réseau. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est que les non-grévistes, justement, on multiplie leurs heures et leur temps de passage. Il va falloir qu'ils assurent un service ingérable. C'est ingérable. Donc là, oui, c'est prise de risque maximale. Et après, il y a aussi l'histoire des intérimaires. Là aussi, il faut s'y pencher. C'est qu'aujourd'hui, dans une période où on parle beaucoup de chômage et de précarité, comment se fait-il qu'une entreprise qui emploie 19 chauffeurs, on tourne avec 4-5 intérimaires régulièrement dans l'année ? C'est une question qu'il faut se poser aussi. Mais en se servant des intérimaires, ils bafouent le droit de grève. Bon, c'est comme ça que je le conçois. C'est sûr, mais enfin, ça c'est notre avis à nous syndicalistes, mais malheureusement, avec le service minimum, enfin, et les lois qui ont été qui rétrécissent vraiment le droit de grève, bon, je crois que malheureusement, il peut se servir d'intérimaire pour assurer certains. Ça, c'est à regarder, quoi. Voilà. Il y a eu, vous avez communiqué avec les usagers, mais vous avez communiqué aussi avec le président du syndicat mixte du transport alésien. Pour lui, c'est la deuxième fois que vous lui envoyez un courrier. La première fois, il s'était abstenu, bien sûr. Et là, est-ce que vous avez eu une réponse Alors voilà, c'est très difficile de parler de communication. Hein. Sur les cours de base de communication, il faut qu'il y ait quand même un dialogue. Ou alors, là, pour l'instant, ça a été un monologue. Hein. C'est nous, on envoie des courriers et on se demande s'il est en bonne santé, puisqu'on n'a pas de nouvelles de lui. Alors j'espère qu'il va bien, s'il m'entend. Parce que là, nous, on n'a aucune nouvelle de lui. Donc pour lui, tout va bien. C'est ce qu'il avait dit au Midi Libre. Mais j'ai envie de dire non, tout va pas bien, puisqu'il y a 80% de son service public et du service qu'il dirige qui est devant le dépôt en train de faire grève. Donc non, tout ne va pas bien. Donc ça prouve bien que quand même, enfin, il n'y a pas de dialogue social, mais aussi il n'y a pas de dialogue aussi avec les financeurs. Alors c'est quand même, ça pose un problème, parce que justement, ils sont garants de cette qualité du service public. Ouais. Après, moi, je suis très mal à l'aise quand on dit financeurs. Parce que ces gens-là, à la limite, c'est pas des financeurs. Ils utilisent l'argent que nous, même en tant que contribuables, on leur reverse. Ils sont garants, tout simplement. Donc moi, en tant que contribuable, je lui dis, je lui demande, est-ce que vous vérifiez de cet argent que vous redistribuez, des délégations que vous attribuez comme ça. C'est ça aussi. Il est juste garant, en fait, parce que cet argent-là, il lui appartient pas, au fond. C'est aussi le nôtre, hein, c'est nos impôts. Donc, à ce titre-là, il a cette responsabilité-là.
au moins de répondre quand même. Je veux dire, c'est le minimum. Si pour lui tout va bien, eh bien qu'il vienne avec ses arguments, nous expliquer le pourquoi, du comment, et là on pourra débattre. Mais au jour d'aujourd'hui, non, on a aucune réponse à nous fournir et on est dans l'inconnu la plus totale avec lui. Il serait quand même intéressant de savoir peut-être lors de la signature du contrat si les conditions de travail sont débattues quand il passe les marchés avec justement avec les entreprises. Ben là aussi, on voit très bien la place où on nous met en fait, parce que nous, on est simplement chauffeur, on l'accepte. Hein. Je veux dire, c'est notre statut. Maintenant, la municipalité s'est targée et s'est vantée d'un changement dans le réseau à partir de septembre, ce qui est très bien. Hein, nous, on s'en vante. Hein, on est très heureux de voir l'intérêt que porte la municipalité sur le réseau. Ça veut dire qu'ils veulent le développer. On est les premiers heureux, au contraire. Hein. Mais le seul problème, c'est qu'on n'est pas associé à ce genre de dispositif, et c'est que, surtout, on l'a découvert en même temps que tout le monde dans les journaux. C'est que, déjà, au lieu de penser à un développement, ce qui est très bien, pensez à l'humain. Vous savez que derrière les volants des bus, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Donc si vous ne pensez pas à eux d'abord, et que vous pensez développement, moi je pense qu'on marche sur la tête là. C'est que comment vous pouvez penser ou projeter à développer un réseau, quel qu'il soit, et pour les usagers, encore nous on est heureux de ça, sans même consulter ceux qui y travaillent dans ce réseau et ceux qui y participent quotidiennement. Ça me semble délicat et je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Oui, c'est vrai que les chauffeurs, vous devenez des simples exécutants et à la limite, les clients deviennent de la marchandise. Quoi. Vous êtes, Voilà, c'est très bien résumé. C'est tout à fait ça. Alors, fait là aussi encore, mais je veux pas faire des procès d'intention pour personne, mais cette histoire de développement, il sort en plein milieu, en période électorale. Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Si on se résume qu'à ça, je veux dire, l'actualité d'aujourd'hui, et on voit beaucoup de gens dans la rue, donc au lieu de penser à vos campagnes électorales, pensez à un moment donné qu'il y a des hommes et des femmes qui se posent beaucoup de questions pour leur avenir. Et là, on se relance dans les mêmes travers. On négocie avec des gros groupes, on fait des effets d'annonce sur le Midi Libre, et après, au final, les hommes et les femmes qui vont subir toutes ces décisions, on n'y pense pas, quoi. Tu viens de faire allusion à des gros groupes, et on pense que Keolis, quand même, est une entreprise qui pèse lourd sur le marché du transport, quoi. Donc c'est quand même nationalement, même internationalement, une entreprise très 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 importante, c'est une multinationale. Et les conditions de travail restent vraiment encore à minima, quoi. C'est ça. Après, je parlais de la municipalité tout à l'heure. Nous, tout ce qu'on leur demande pas, c'est pas de réinjecter de l'argent dans la société. Qu'on comprenne bien. Les gens sont assez étranglés par les impôts et on ne demande pas d'augmenter les impôts pour favoriser un service public. Et l'argent, il y est déjà. Les gros groupes qui sont en charge de ça ont de l'argent. C'est justement de forcer ces gros groupes, c'est le rôle de la municipalité, de forcer ces gros groupes à diminuer leurs bénéfices et de respecter la loi et de respecter les humains qui travaillent pour eux. C'est juste ça. C'est que l'argent déjà, il y est déjà. On n'a pas besoin d'aller en chercher plus, hein, de faire peur aux usagers en disant bon mais écoutez, ils veulent toujours plus d'argent, ils veulent améliorer leurs conditions de travail, mais ça va être coûteux pour vous, vous contribuables. Non, c'est pas ça du tout. C'est vous êtes responsable, c'est vous qui avez distribué la délégation, et de forcer ces groupes à diminuer leurs bénéfices. C'est pas plus que ça. C'est effectivement ça, et on peut quand même, pour information, dire que Keolis est une filiale de la SNCF, que la SNCF est à 70% actionnaire en Keolis, et les 30% qui manquent, c'est un fonds de pension canadien. Donc une chose explique l'autre aussi, quoi. C'est que c'est les actionnaires, une fois de plus, qui sont favorisés par les salariés. Oui, c'est ce que je viens de dire, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme l'objectif premier, c'est d'engraisser un peu plus encore ces grandes multinationales, et au détriment, bien sûr, toujours des plus petits.
C'est que aujourd'hui, le contexte fait que celui qui travaille est toujours plus favorisé que celui qui ne travaille pas. Et on essaie de diviser les uns et les autres et de dire mais eux ils se plaignent mais ils travaillent. Voilà, et c'est ces gros groupes qui véhiculent ouais, mais alors oui, on travaille, mais je veux dire, on ne vole pas l'argent. Et si on met pas en avant chaque fois ce que gagnent ces gros groupes-là et que d'année en année les bénéfices sont de plus en plus importants, c'est ce qu'il faut montrer du doigt et arrêter de dire qu'il y a une différence entre les salariés et les gens qui sont en précarité la plus totale. C'est pas ces différences-là qu'il faut chercher. C'est que nous, justement, les différences se rétrécissent par rapport à ça. C'est que nous, même en étant en CDI, on devient de plus en plus précaire. On n'arrive pas à en voir le bout. Et nous, je le répète, ceux qu'il faut montrer du doigt, c'est ceux qui engendrent ces bénéfices-là. C'est ceux-là qu'il faut montrer du doigt. Tu le dis justement, c'est que vous, les salariés, vous travaillez, les actionnaires, ils engrangent le pognon, quoi. Voilà. On pense certainement que Keolis, on l'a dit tout à l'heure, c'est un grand groupe qui ne tient pas compte des qualités du service rendu et surtout des conditions du travail des salariés. Ils sont dans tout le sud de la France, ils gèrent beaucoup de grandes villes, quoi, en fait. Et est-ce que vous avez des relations avec les autres entreprises? Alors nous, pas que dans le sud de la France, puisque le responsable de la fédération des transports, du syndicat des transports, il appartient à Keolis ici, c'est le réseau de Lyon, qui est le plus important en France dans le domaine du privé. Parce qu'il faut savoir que Marseille et Paris sont restés publics. Donc le troisième plus grand réseau, c'est Lyon, c'est le premier qui est privé. Et c'est aussi un réseau Keolis. Mais on a vu que les actions contre Keolis sont multipliées de partout en France. Et ce qui est gênant, c'est que personne ne s'en alerte, quoi. Alors il faut un conflit national, et on ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais on a des relations avec eux. Et on se suit mutuellement et bizarrement nos actions sont communes, on se défend beaucoup sur les mêmes points. On va jusqu'à limiter nos pauses pour gratter 2-3 minutes par chauffeur. Bon, pour eux, ça se traduit par des millions d'euros. Mais... Voilà. Un dernier mot, enfin, tu parles de représentants du personnel, justement, il y a les élections aujourd'hui en plus dans l'entreprise Keolis. Ben oui, hasard du calendrier a fait qu'aujourd'hui on élit le délégué du personnel. Bon, après ça on va dire que c'est anecdotique. Quoi qu'il en soit, il y a un délégué et des chauffeurs. Quel que soit le délégué, on est tous motivés et on ira jusqu'au bout, de toute façon. Ce qu'il y a de bien dans ce genre de conflit, c'est qu'on redécouvre nos collègues de travail et on se rend compte que là, il y a une solidarité qui s'est installée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour l'entreprise. Merci Abdel. Restons mobilisés. Ensemble nous luttons, ensemble nous gagnerons. Vous pouvez rejoindre le comité chômeurs rebelles à l'Union locale CGT, 7 place Georges Dupuis à Alès, par téléphone au 04 66 30 04 57 ou sur les blogs. Permanence juridique, chaque jour de 9h à midi et de 14h à 17h. Merci Radio Grille Ouverte, merci Abdel, merci Cathy. À bientôt dans la rue et dans les luttes.